Bonjour à toutes et à tous, bonjour Philippe de Sertine. Alors Bonjour. nous sommes en direct de Paris La Défense, dans les locaux de IFG Executive Education pour ce webinaire exceptionnel sur les résultats de la COP 28, conférence sur le changement climatique qui a réuni à Dubaï près de 200 États membres et à laquelle, Philippe, vous avez participé avec la délégation française au titre de président du comité 21. On rappelle que le comité 21, c'est le comité français pour l'environnement et le développement durable. Alors Philippe, vous êtes directeur de l'Institut de haute finance, l'IFI, qui est la branche finance de l'IFG Executive Education. Vous êtes professeur à l'Université de la Sorbonne, directeur fondateur de la chaire Finagri et président de l'association Finagreen. Alors, à la COP 28 à Dubaï, les pays du monde entier ont approuvé ce mercredi par consensus voilà, une décision appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Alors, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré l'ère des énergies fossiles doit se terminer et elle doit se terminer avec justice et équité. Philippe, vous étiez présent à Dubaï et vous allez nous faire part un petit peu de votre ressenti, de ce qui s'est passé là-bas. Alors, deux choses avant que vous puissiez démarrer, Philippe. Je signale à nos nombreux internautes, parce qu'ils sont effectivement très, très nombreux pour venir vous écouter, qui pourront vous poser des questions en live en cliquant sur l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Et puis, je signale également, pour nos amis qui nous écoutent, que vous allez, Philippe, participer à l'émission C'est dans l'air, sur une chaîne française, là, donc sur le même sujet, ce soir à 17h45. Et il y aura, je crois, une rediffusion plus tard dans la soirée. Donc là aussi, on va faire le lien avec ce que vous allez nous raconter, Philippe, et puis cette émission C'est dans l'air qui est très attendue sur la COP 28. Voilà, mais on va vous remercier, Philippe, parce que vous avez souhaité vraiment réserver la primeur des résultats de cette COP28 à tout l'écosystème IFG et IFI. On vous en remercie. Philippe, c'est à vous. Merci beaucoup, Jean. Et donc, dans l'air est aussi d'ailleurs, entre parenthèses, une émission diffusée sur TV5 Monde, puisque je sais que nous avons beaucoup de personnes dans notre réseau IFG qui sont dans le monde entier, y compris d'ailleurs, notamment en Afrique. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis rentré hier soir de Dubaï, mais ce qui veut dire effectivement que j'ai raté ce qui s'est passé ce matin, qui normalement aurait dû se produire avant, puisque normalement la clôture de la COP était hier midi. Hein. Mais en réalité, il y a eu prolongation pendant toute l'après-midi d'hier, pendant toute la nuit, et nous avons eu ce matin à 7h, heure de Paris, à 10h, heure de Dubaï, donc la proposition d'un nouveau texte pour conclure cette COP, représentant l'accord que signerait l'ensemble des pays participants. Et ce texte a fait finalement 1h30 après sa proposition, donc vers 11h30 heure de Dubaï, donc un peu avant midi, donc l'objet d'une approbation effectivement. Un texte qui est un texte important. Alors, on ne peut pas dire évidemment qu'on est dans un texte totalement historique. Je vais revenir peut-être sur cette subtilité qui n'en est pas une, mais c'est un texte important, en tout cas un texte beaucoup plus important que celui qui avait été soumis lundi dans la journée et qui avait donné lieu à une tension très très forte au sein de la COP, tension très forte parce que le texte était considéré comme étant beaucoup trop peu ambitieux et même pouvait être considéré comme une régression par rapport aux engagements qu'avaient pris les États, les grands États du monde, l'ensemble des États du monde depuis les accords de Paris de la COP 21, donc on s'en souvient en 2015. Donc peut-être rappeler rapidement à tous ceux qui sont aujourd'hui présents sur ce chat et sur cette présentation, que la COP de cette année, c'était de toute façon quand même une COP historique par le nombre de participants. Hein, donc on était avec 80 000 personnes qui étaient agréées. Donc quand vous êtes dans une COP, vous avez ce qu'on appelle la zone bleue, dans laquelle vous avez les représentants des États, et vous avez la zone verte, dans laquelle vous allez avoir notamment toutes les entreprises qui vont, de la même façon que, j'irai au sein des États, proposer des réflexions et des modes de fonctionnement interactifs, avec effectivement la possibilité d'être accrédité pour les deux zones
ou uniquement la zone verte et ne pas pouvoir aller sur la zone bleue. Donc, moi, j'ai eu la chance effectivement d'être dans les deux. Donc 80 000 personnes, c'était sur la zone bleue. Donc la dernière COP, on était 45 000. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup plus important. Au moins 100 000 en tenant compte des personnes qui étaient là pour le fonctionnement de la COP. Et quand on regarde sur l'ensemble zone bleue, zone verte, on a eu 400 000 personnes, a priori, qui ont été sur la zone. Donc c'était vraiment un événement d'une portée immense. Je crois qu'à chaque fois que parfois on se dit mais à quoi ça sert la COP, honnêtement, quand vous êtes dedans, vous dites que c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Par exemple, sur la zone bleue, vous avez un bâtiment par pays, et donc chaque pays organise pendant toute la durée de la COP 4-5 débats tous les jours sur des sujets qui sont des sujets souvent techniques, souvent très économiques, qui peuvent être sociaux, etc., avec des experts et avec la possibilité justement d'avoir des réflexions communes, de regarder ce qui se dit à côté, de voir comment les choses peuvent interagir. Donc il y a ce côté quand même très concret dans la COP qui est absolument passionnant. Et puis vous avez ce côté qui est aussi un peu incroyable, c'est-à-dire que vous croisez les ministres, les chefs d'État, Guterres, le patron des Nations Unies, etc. Vous les voyez au quotidien, vous pouvez discuter, les arrêter, vous avez des discussions qui se font un peu partout. Je crois que ce côté universel, il est très important à comprendre et il doit, je dirais, souligner à quel point le principe de cette conférence des parties est quelque chose d'absolument crucial quand, aujourd'hui, nous sommes face à une situation inédite, jamais vue dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un dérèglement climatique pouvant mettre en danger la survie d'un certain nombre de terres, d'un certain nombre d'États, voire même à terme, si on était dans une perspective, je dirais, désastreuse, la survie même de l'humanité. Donc on a cet endroit tous les ans où vous avez ces débats et vous avez, je dirais, cette possibilité aussi de négociation et de réflexion entre États. Peut-être que sur cette COP 28 à Dubaï, bon, à Dubaï, on était dans les Émirats, qui est évidemment un pays pétrolier, qui avait ce côté tout à fait particulier, puisque les énergies fossiles sont à l'origine du dérèglement climatique. Et d'ailleurs, hein, vous voyez, je le dis avec un mini sourire, puisque finalement, c'est bien ce qui ressort de la déclaration qui a été adoptée ce matin. Donc évidemment, ce côté ambigu, mais qui est un côté ambigu que partagent beaucoup d'autres pays. On va dire que les États-Unis, par exemple, qui sont un pays producteur de pétrole et de gaz, ont cette même ambiguïté. Et il faut le dire et le redire, puisque ça, c'est évidemment quelque chose d'important, que les pays occidentaux, y compris européens, sont les premiers consommateurs de pétrole et de gaz. Hein. Et donc, évidemment, quand on va parler du rôle de l'OPEP, l'OPEP est d'abord le fournisseur des pays riches, pas uniquement, mais notamment des pays riches. Et donc, on a bien entendu, je dirais, ces éléments-là à avoir à l'esprit toujours quand on évoque les débats qui se produisent au sein de la COP et les débats qui se produisent entre pays. Bon, néanmoins, ce qui est important à retenir sur cette COP cette année a été l'importance et la force des négociations internationales. Donc, on avait eu l'exemple de Paris 2015, qui, je le rappelle d'ailleurs, était au moment des attentats, juste après les attentats. Donc, on avait là aussi une mobilisation du monde autour de tout ce qui pouvait arriver en termes de dérapage, qui malheureusement, évidemment, n'ont pas cessé depuis. Mais je dirais là, on avait cette année donc une COP qui a mis très fortement en avant les négociations internationales au plus haut niveau, même si le président des États-Unis, par exemple, n'est pas venu, même si le président chinois n'est pas venu, mais néanmoins, beaucoup de chefs d'État et surtout beaucoup de ministres importants sont venus et sont restés. La négociation a eu lieu dans ce cadre-là. Peut-être aussi, et ça c'est évidemment une particularité assez tragique de 2023, mais qui explique aussi le caractère spécifique de la COP, le fait que nous sommes dans une situation de guerre forte entre, je dirais, touchant beaucoup de pays qui étaient concernés dans la COP. Donc cet élément sous-jacent de la guerre, et évidemment dans la guerre, la Russie qui est avec les États-Unis et l'Arabie saoudite, le premier producteur d'énergie fossile du monde, je dirais un contexte qui était tout à fait particulier et bien entendu qu'on ressentait. Alors on le ressentait et on ressentait aussi à quel point il était intéressant d'avoir je dirais justement ce type de rassemblement pour que, je dirais, dans la paix
je dirais peut-être pas l'amitié, mais la paix et, je dirais, une certaine raison, on puisse parler, réfléchir, penser stratégie pour l'ensemble de l'économie mondiale. Peut-être par rapport à ce contexte, donc évoquer le fait que dans la COP, vous avez des délégations nationales, mais vous avez aussi plein d'associations, vous avez plein de gens qui viennent. C'est aussi ce côté tout à fait extraordinaire de la COP, hein, c'est-à-dire cette rencontre entre des personnes qui vont représenter des associations, qui vont représenter des ONG, et puis les organisations d'État, comme on les a au moment des Nations Unies, de l'organisation de l'Assemblée Générale des Nations Unies tous les ans au début de l'automne à New York. Donc là, on est avec cette même ambiance et avec ce côté extraordinaire d'ouverture très très forte à la société, on va dire à la société civile mondiale, et avec ces croisements qui sont absolument passionnants, absolument extraordinaires. Donc peut-être par rapport aux éléments forts que l'on peut évoquer, donc bien sûr la COP a démarré de façon très positive, avec immédiatement un sujet qui était évoqué, qui était l'idée d'un fonds autour de ce que l'on appelle les pertes et dommages, hein, c'est-à-dire l'indemnisation de tous les pays victimes du réchauffement climatique, pays qui ne sont pas forcément, loin s'en faut, et même on va dire majoritairement, des pays qui sont les forts émetteurs de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a les pays les plus riches qui sont émetteurs de gaz à effet de serre et qui dérèglent le climat, et beaucoup de pays, et notamment des pays pauvres, qui sont les premières victimes de ce dérèglement du climat, notamment sur leur territoire. On a, on le sait au moment de la COP, par exemple, l'importance des pays qui sont dans qui correspondent à des îles, notamment dans le Pacifique par exemple, pas uniquement, hein, également l'Indonésie par exemple, je dirais une situation qui est une situation tellement importante, hein, puisqu'on sait que Jakarta, la capitale de l'Indonésie, un jour sans doute devra être évacuée, hein, avec la montée des eaux. Donc on avait cette question des pertes et dommages qui promettait d'être une question très importante qui pouvait animer les débats de la COP. En fait, les débats ont été très vite vidés de leur substance dans la mesure où la COP a entériné le principe de création d'un fonds. Alors attention, évidemment, ce principe aujourd'hui est encore un principe. On a eu des premiers versements. La France, par exemple, a immédiatement déclaré qu'elle avait versé 100 millions d'euros. On est d'accord que ces versements qui ont été envisagés, donc on est sur une base d'un fonds à 700 millions, qui n'a rien à voir avec la dimension des problèmes qui vont être posés, qui vont se chiffrer en milliers de milliards de dollars. Hein. Donc évidemment, ce fonds est encore une coquille vide, avec un peu d'argent pour le lancer, au fond pour le faire fonctionner au départ, mais il devra agréger des sommes beaucoup, enfin infiniment supérieures à celles sur lesquelles on a eu des engagements au début de cette COP. Néanmoins, il a le mérite d'exister dorénavant, et donc on va pouvoir travailler sur, d'une part, la collecte de l'argent dont on va avoir besoin pour que ce fonds fonctionne, et d'autre part, sur la manière dont, lorsque l'argent sera collecté, il sera attribué aux différents bénéficiaires, donc sur quelle base, sur quel dossier, sur quelle mesure d'impact, donc éléments qui vont être des éléments évidemment qui seront au cœur des réflexions et qui, n'en doutons pas, dans la prochaine COP qui aura lieu à Bakou l'année prochaine, à nouveau un pays pétrolier, avant d'être à Belize l'année suivante au Brésil. Donc ne doutons pas que cette manière d'utiliser les fonds je dirais, pour essayer justement d'avoir des indemnisations, et les indemnisations qui peuvent s'avérer colossales, sera une question cruciale. Pendant toute la semaine de travail avant le week-end que je vais évoquer, hein, qui a été un week-end pour le coup vraiment lui aussi historique, cette question des financements a été une question primordiale. Elle est d'ailleurs toujours présente, hein, dans le communiqué, dans l'élément, le texte final qui a été voté. Donc la question du financement, elle est absolument cruciale. On va dire que, cher Jean, tout à l'heure on le disait, hein, l'Institut de haute finance est positionné depuis très longtemps sur les problématiques de finance verte. Je crois que quand on était dans cette COP, on comprend à quel point la finance est un des leviers fondamentaux par rapport à tout ce que l'on va définir comme axe stratégique et que l'on doit traduire en termes réels. Finance aussi bien
à l'intérieur des pays développés, dont fait partie évidemment la France, mais finance aussi dans tous les pays, soit victimes, soit émergents, soit en développement et qui ont besoin de financement massif pour leur permettre de réussir, je dirais, à créer un nouveau mode de développement. Et je crois que, Jean, vous avez cité je dirais les phrases de Monsieur Gutiérrez, hein, donc la COP se fait sous l'égide des Nations Unies, donc c'est toujours le secrétaire général des Nations Unies qui va clore la COP, donc qui parle effectivement de cette logique de approche de développement global, c'est-à-dire que on doit inventer un développement durable, notamment pour les pays qui sont les pays les plus pauvres ou les pays émergents. Donc, un nouveau type de développement, un nouveau type, pourrait-on dire, j'ose le terme, nouveau type de croissance. Et donc, pour financer cette nouvelle approche, cela suppose évidemment des financements absolument gigantesques, des financements qui peuvent être d'origine publique. On a beaucoup évoqué l'origine publique et les actions publiques, mais on a vu évidemment que, par exemple, les engagements publics qui sont pas forcément élevé, hein, quand on parle donc sur cette dernière année, les 100 milliards qui avaient été actés il y a 5 ans et qui devaient être versés tous les ans par les pays riches au bénéfice des pays victimes, on va dire, du développement durable, pardon, pas victime du développement durable, mais du dérèglement climatique et désireux d'accéder à un développement durable. Donc, ces 100 milliards ont bien été versés au cours de l'année 2023 et au cours de l'année 2022. Ils ne l'étaient pas au départ, donc on a un retard là de ce point de vue. Et de toute façon, ils sont clairement beaucoup trop faibles. Hein. Donc, on doit aller vers des versements beaucoup plus importants et vers une mobilisation des financements privés. Et ça, au sein de la COP, j'ai assisté à de multiples présentations dans lesquelles finalement, cette question-là devenait la question par laquelle on terminait. Comment allons-nous financer? Comment allons-nous transformer ces engagements que nous prenons sur l'océan, sur les productions industrielles, sur l'agriculture? Comment allons-nous transformer ces engagements en réalité concrète, c'est-à-dire très concrètement, comment allons-nous diriger massivement les financements vers ces grands enjeux? Donc avec évidemment des indicateurs réels, ce qu'on appelle sans cesse la métrique, hein, c'est-à-dire la représentation de la manière dont ces financements vont permettre de transformer ces engagements en réalité économique. Donc ça, constamment présent pendant toute la semaine et jusqu'à hier, hein, cette question des financements. Financement public, c'est évidemment l'intervention des États, et quand on était en négociation internationale, c'était éventuellement la part des États qui était la plupart du temps en jeu, mais beaucoup plus important, et d'ailleurs très très souvent dans les travaux de la COP ici et là, d'ailleurs y compris dans la zone verte, hein, zone bleue et zone verte, on avait beaucoup de financiers, il y avait je dirais un grand pavillon spécial autour de toutes les structures de la finance mondiale qui avaient souhaité être présents, sans arrêt cette idée de mobilisation des fonds privés, et donc derrière aussi d'ailleurs hein, d'une nouvelle rentabilité associée au fait que financer le développement durable est pertinent d'un point de vue économique et pertinent d'un point de vue financier. Donc je crois que cette question, on travaille beaucoup dessus au sein de l'Institut de haute finance. Elle était très présente dans la COP, elle va être très présente dans les temps qui viennent. Peut-être là maintenant, faut-il évidemment évoquer donc ce qui se passe à partir de vendredi soir et surtout samedi, donc puisque là on a eu l'irruption brutale de la géopolitique dans la COP et avec cet événement qui peut-être à la limite, on va dire, allez, disons que c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'à la limite, la conclusion de la COP serait passée un peu au second plan de l'actualité mondiale si on avait continué sur la ligne qui était celle qui semblait être celle des Émirats arabes unis et de Sultan Al-Jaber, hein, Sultan étant le prénom de Monsieur Al-Jaber, donc c'est pas un sultan, hein, donc Sultan Al-Jaber, qui voulait effectivement que cette COP soit une COP historique. Donc samedi, effectivement, on a brutalement je dirais ce qui était la marque déjà de cette COP28 de Dubaï, c'est-à-dire négociation internationale dans un cadre géopolitique mondial tendu, et donc avec des places fortes des États. Donc une lettre, c'est la première fois
qu'on a cette intervention qui a lieu pendant une COP, une lettre du secrétaire général de l'OPEP, qui est koweïtien, qui, donc dans une lettre ouverte, donc lettre publiée, et qui va immédiatement créer un émoi énorme, enjoint les pays de la COP de ne pas prendre position sur les énergies fossiles, en disant que ce serait dangereux, il n'est pas question d'évoquer la production des énergies fossiles, il est beaucoup plus important de travailler sur un certain nombre d'indicateurs de développement durable, et en particulier un indicateur qu'on avait retrouvé, qui avait été évoqué dans beaucoup de travaux pendant cette semaine, de la captation du carbone, en disant en fait il est plus important de travailler sur la captation du carbone et sur les outils de captation du carbone que sur la question des énergies fossiles, avec derrière évidemment ce raisonnement implicite que en fait si on arrive à capter le carbone avec les énergies fossiles, on peut continuer à les utiliser. Évidemment, la lettre provenant de l'OPEP, c'était pas neutre, hein, et ça signifiait bien que l'OPEP ne voulait pas qu'on utilise le terme, qui a été le grand terme qui a tourné pendant toutes les 3 derniers jours de la COP et même le 4e, ce qu'on appelait phase out, c'est-à-dire une phase de sortie pure et simple des énergies fossiles avec un calendrier et avec cette idée que sans la phase de sortie, on n'arriverait pas à tenir l'objectif de 1,5 degré, qui, entre parenthèses, est un objectif très probablement aujourd'hui qui est déjà inatteignable. On est plutôt sur 2 degrés, voire 3 degrés hein, d'ici la fin du siècle, avec des conséquences extrêmement graves. Donc là, effectivement, en disant on ne veut pas que cet objectif soit associé à phase out. Donc là, énorme émoi dans la COP, évidemment avec les Émirats qui font partie de l'OPEP, et donc dimanche, réunion de l'ensemble des délégations, et là pour le coup d'un ministre par délégation, dans un format inédit qu'avait créé Al-Jaber, donc qu'on a appelé le Majlis, hein, c'était dans la grande salle de réunion internationale, donc une réunion en cercle. Et le but, c'était vraiment cette idée de cercle, qui a été soulignée d'ailleurs par tous les participants. Hein, donc on parle ensemble et on est avec la possibilité de se voir tous les yeux dans les yeux. Et donc là, journée tendue, avec des prises de parole très fortes, des colères même hein, de certains participants, donc qui étaient tous des représentants de gouvernement, hein, donc disant qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir maintenant l'idée qu'on peut utiliser les énergies fossiles avec de la captation de carbone, ou technologies dans lesquelles on est très très loin d'être avancé, c'est une régression terrible. Ça veut dire effectivement que on est en train de régresser sur la lutte contre le dérèglement climatique, et avec d'ailleurs dans le cercle, par exemple, l'Arabie Saoudite, dont on savait qu'elle était probablement à l'origine de la prise de position qu'on évoquait à l'instant, l'Arabie Saoudite qui insiste sur le fait, qui relaie complètement la logique de l'OPEP, en disant qu'effectivement la captation est plus importante, qu'il faut faire très attention, que la question du développement est une question absolument cruciale. Vous voyez, cette question évidemment sous-jacente que, par exemple, il n'est pas question de parler de décroissance. La décroissance est un terme qui serait très très compliqué à entendre pour beaucoup de pays pauvres. Donc on est avec ce côté tendu, très tendu, le dimanche après-midi. Donc Sultan Al-Jaber conclut la présentation en disant que il entend bien et que la présidence de la COP entend bien tous les arguments qui ont été invoqués, et qu'on va essayer de rédiger un texte qui soit le texte le plus correspondant aux attentes, en ayant bien conscience. Sultan Al-Jaber répète à plusieurs reprises, l'échec n'est pas une option. On sait que on avait eu un échec à la COP de Copenhague, où là on n'avait pas réussi à se mettre autour de la table et avoir un texte commun. Donc pour les Émirats, il est hors de question que la COP se conclue sur quelque chose de semblable. Donc le dimanche soir, on pense qu'on va avoir un texte malgré tout qui sera un texte qui permettra, je dirais, d'avancer, même si on a bien conscience que les tensions exercées sur les Émirats par l'OPEP vont être très très fortes au cours de la nuit, mais tout le monde est persuadé, étant donné la prise de parole de Al-Jaber, qu'on va sur un texte qui sera malgré tout un texte marquant. Et là, patatras, lundi, la proposition de texte des Émirats, on va dire, est un énorme coup de tonnerre, parce que c'est une proposition de texte
énorme en régression par rapport à tous les engagements qui avaient été pris jusque-là. Et en particulier, vous voyez les deux termes qui vont être au cœur des discussions, alors qu'on était sur la base que pour la première fois, on allait parler de phase out, de dire on va sortir des énergies fossiles, le texte utilise le terme de phase down. Donc, alors là, évidemment, c'est quelque chose qui va être considéré comme étant absolument insupportable. Donc là, on va avoir, je dirais, quasiment des clashs pendant toute la journée de lundi, hein, avec l'idée que, donc, alors, énorme discussion, négociation partout dans la COP, hein, donc on sentait l'électricité dans l'air, hein, puisque la COP était en train de se terminer et qu'on se disait qu'on allait peut-être sur un échec qui serait, alors là, pour le coup, un échec retentissant historique. Probablement derrière, enfin quand je dis probablement, à coup sûr, les grands pays, notamment la Chine et les États-Unis, qui très probablement avaient négocié avant la COP pour savoir ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas, donc là, sont eux aussi probablement en opposition avec le texte tel qu'il a été présenté. Et donc là, très probablement, la Chine doit intervenir. Bon, là, on n'a pas d'intervention explicite forte de la Chine en premier plan, mais le négociateur chinois, qui est depuis plusieurs COP et qui est un négociateur très habile, très clairement va rentrer dans le jeu. Donc on va avoir donc pendant toute la journée de lundi une ébullition en disant est-ce qu'on va sur un échec, est-ce que on va avoir quelque chose qui pourrait entraîner. Donc alors manifestation d'un certain nombre d'activistes. Attention, on est aux Émirats dans le cadre d'une COP qui est quand même très contrôlée. Malgré tout, hein, au moment de la fin de la conclusion de la COP, lundi après-midi, donc une activiste, je dirais, arrive alors qu'elle n'était pas invitée, et pendant 3 minutes va parler en disant que c'est pas possible qu'on ait cette régression, c'est quelque chose d'insupportable. On la laisse parler, elle est évacuée par la police après, et on voit bien effectivement que là, en l'état de la situation, on ne peut pas avoir un texte international voté, donc ce qui serait très grave. La nuit, donc moi personnellement je suis rentré dans l'avion et donc à l'aéroport tous les délégués qui rentraient, puisque beaucoup n'avaient pas pu modifier leur vol, normalement la COP s'interrompait mardi midi, donc en fait les négociations sont prolongées, donc on a probablement beaucoup de coups de téléphone. On pense que très probablement les deux princes d'Arabie Saoudite et des Émirats se sont appelés cette nuit, probablement au petit matin. C'était les rumeurs qui courent. Je ne peux pas vous le confirmer, évidemment. Je n'étais pas invité au coup de téléphone, mais néanmoins probablement, je dirais très forte pression de tous les coins du monde pour trouver une solution. Et puis donc à 7 heures ce matin, le nouveau texte proposé par les Émirats est un texte qui n'a rien à voir avec celui d'hier. On n'est pas du tout dans la phase down, on est bien dans l'idée, alors on n'utilise pas le terme de phase out, mais bien l'idée qu'on est sur une transition pour sortir, pour quitter les énergies fossiles, que c'est bien l'objectif, que c'est bien ce vers quoi on doit tendre, de manière à essayer de se conformer à l'objectif d'1,5 degré. Et donc là, on a un texte qui, on va dire, n'a pas repris l'expression qui a été considérée comme un chiffon rouge par l'OPEP, et entre parenthèses par un pays qui ne fait pas partie de l'OPEP, mais qui est la Russie, mais néanmoins un texte beaucoup, beaucoup plus, je dirais, fort que celui qui avait été proposé lundi. On va dire lundi, c'était la douche froide. Ce matin, c'est plutôt la bonne surprise, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est à nouveau dans une logique de redémarrage. Au passage, peut-être à suivre, quelqu'un qui a eu un poids très fort dans la montée de fièvre de lundi, qui était Al Gore, l'ancien vice-président américain, qui a été prix Nobel de la paix du fait de son effort en faveur du climat, qui fait un tweet absolument ravageur lundi soir, qui tout le monde dit, mais si Al Gore dit ça en disant c'est une catastrophe, on va vers quelque chose effectivement qui est un échec, mais pas simplement l'échec de la COP, c'est quelque chose d'absolument tragique pour les générations futures. Donc ce matin, Al Gore a tweeté en disant que c'était vraiment important maintenant qu'on ait entériné l'idée que les énergies fossiles étaient à l'origine du dérèglement climatique, et que c'est bien ce qui est contenu dans le texte. Il dit c'est un minimum maintenant, il va falloir aller beaucoup plus loin. Et donc là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, maintenant, on est avec effectivement des enjeux importants. On a bien le sentiment quand même que nous n'avons pas une gouvernance mondiale complètement forte autour de tout ce qui vient d'être évoqué. En tout cas,
probablement des divergences assez fortes entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, je le répète, qui sont un peu jugés partis quand ils sont en même temps pays occidental et en même temps premier pays producteur de pétrole du monde. Donc on a, je dirais, cette situation avec maintenant, très probablement, la prochaine COP qui est déjà en train de se préparer, et l'idée que ce qu'il va falloir véritablement privilégier, c'est une évolution concrète accélérée en regardant concrètement que vont signifier ces investissements, comment on va les faire. Et derrière, comment on va les faire, ça veut dire évidemment comment on va les financer. La question du financement qui a été très présente dans la COP va être ultra présente dans la période qui vient. Et je crois que là, évidemment, quand on est dans les entreprises, quand on est dans la finance, on doit se dire qu'il va falloir intégrer de manière extrêmement rapide, je dirais, cette nouvelle donne, avec l'idée que il n'y a pas de gouvernance, donc en tout cas, il n'y a pas une gouvernance forte qui se met en place, mais il y a néanmoins une signature, des engagements maintenant qui sont pris par les États, par les gouvernements du monde, et que ces engagements vont devoir être traduits au cas par cas, ce qui va laisser la place incontestablement à beaucoup d'initiatives techniques pour justement pousser par la base, pousser notamment par les financements privés, l'évolution de l'économie mondiale dans les pays riches comme dans les pays non riches, pourrait-on dire, de façon très large. Et donc ça, c'est probablement l'élément que l'on doit avoir à l'esprit, c'est-à-dire finalement des ONG qui ont été assez peu présentes parce que c'était vraiment une COP des États et des délégations publiques, parce que de toute façon, les ONG étaient quand même tenues par les circonstances d'organisation et de sécurité, pour mettre des guillemets partout, autour de la COP à Dubaï. Donc, on va dire peu d'activisme au sein de la COP, mais néanmoins, à la fin de cette COP, l'idée que finalement, on est avec aujourd'hui probablement une logique de faible gouvernance mondiale pour essayer d'entraîner par les États, mais des engagements forts qui ont été pris et qui vont obliger maintenant, du point de vue du terrain, une invention d'un nouveau modèle. Et je crois que ça, c'est l'élément vraiment crucial qu'il faut retenir de cette COP de Dubaï, dont on peut penser que la COP de Bakou sera dans le même sens, mais bien plus exacerbée encore. Donc c'est ce vers quoi nous allons, c'est là où nous sommes quelques heures, quelques minutes après cet accord qui a été passé. Peut-être, vous voyez, on a eu tout à l'heure le communiqué du président de la République française, on n'est pas dans l'idée que c'est un accord historique, mais on est dans l'idée qu'on a fait un très grand pas, et que ce très grand pas, maintenant qu'il est fait, il va nous obliger à décliner un certain nombre d'actions, et ça va être probablement les grands éléments qu'il faudra suivre jusqu'à la COP de l'année prochaine. Donc on aura aussi l'année prochaine, en 2024, un grand sommet sur l'eau, on aura toujours une COP sur la biodiversité, donc autant d'éléments qu'il va falloir suivre, regarder, parce que incontestablement, l'économie mondiale va bouger. Je dirais, les engagements qui ont été pris ce matin signifient que l'économie mondiale est en mouvement vers un changement profond, et que ce changement profond, évidemment, dans la formation comme dans la réflexion que nous pouvons avoir à l'IFG, à l'Institut de haute finance, eh bien, nous allons devoir y participer et nous allons proposer à nos participants de réfléchir comment le faire de façon la plus pertinente, la plus positive, on va dire, la plus enthousiasmante. Je l'espère, vous ressentez dans mes paroles peut-être de l'optimisme, mais en tout cas de l'idée que ce qui ressort de cette COP finalement, c'est qu'il faut que nous nous retroussions les manches très vite. Voilà, pour cette présentation, peut-être pas aussi rapide que je le devais, cher Jean, mais enfin j'ai essayé de le faire en 30 minutes. Et donc peut-être ouvert aux questions. Oui, absolument. Merci Philippe pour cette présentation. Je reviens également sur scène. Donc, on attend les questions de la part de nos internautes. Donc, cliquez dans l'onglet questions. Moi-même, je vous ai posé une question, Philippe, sur est-ce que les conflits actuels ont-ils eu une influence sur cette COP28? Oui, incontestablement. Incontestablement. Les conflits actuels, donc que ce soit évidemment la guerre en Ukraine ou que ce soit les événements au Proche-Orient, en Israël, en Palestine et éventuellement au Liban, ont été sous-jacents pendant toute cette COP. Puisque dans les deux cas, ces deux conflits, en fait, nous mettent au cœur de la production des énergies fossiles, d'une façon ou d'une autre. Donc évidemment, et avec des confrontations entre des pays occidentaux,
de l'Alliance ou reliés à l'Occident, par exemple les liens entre Israël et les États-Unis, et puis des pays qui sont, ou des forces qui seraient en dehors de cette logique occidentale ou reliée à l'Occident. Donc incontestablement, ça a eu un impact fort, on le sentait beaucoup, mais ce qui s'est produit à la fin de la COP montre aussi que la question de la manière dont on envisage la gouvernance mondiale, qui sont les puissants, qui sont ceux qui peuvent faire orienter des modes de fonctionnement aussi importants que l'évolution de l'économie par rapport au dérèglement climatique, tous ces éléments-là sont pas clairs. Et le fait que le président américain, évidemment, ne soit pas venu à la COP est probablement aussi quelque chose d'important, un message important de ce point de vue. Donc, oui, incontestablement, ça a joué, et incontestablement, on doit l'avoir à l'esprit par rapport à ce qui va se passer après. Hein, je voyais une question, concrètement, il va se passer quoi? Concrètement, on a des engagements financiers qui vont maintenant être négociés auprès des États par rapport à tout ce que signifie cette sortie. Hein, quand on dit la sortie, ça veut dire que des investissements qui peuvent être faits dans un grand nombre de pays qui auraient pour but de sortir des énergies fossiles. Donc, on veut tripler l'utilisation des renouvelables. Ça veut dire que les projets, par exemple, de lancement de centrales de production d'électricité, d'énergie renouvelable dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Océanie, dans des pays d'Amérique latine, vont avoir un financement qui va être facilité dans la période qui vient, parce que ce sont les engagements pris, que éventuellement cette façon de les financer pourra passer par exemple par la Banque mondiale, pourra passer par des financements publics, mais va passer aussi par des initiatives privées qui seront appuyées par les États signataires. Et donc là, vous voyez, tout ce sur quoi on travaille, par exemple, nous à l'IFI, sur des nouveaux modes de financement, on va pouvoir compter, du point de vue concret, sur des appuis officiels, sur des appuis politiques, et éventuellement prendre à témoin l'opinion mondiale si les appuis politiques n'étaient pas suffisamment caractérisés. Donc je crois que, vous voyez, l'engagement que prennent des États, ce sont des engagements par rapport à la communauté internationale et par rapport à leur propre population. Donc là, ça veut dire en effet, oui, un certain nombre d'actions concrètes avec, bien sûr, comme on le disait, cette idée sous-jacente de tensions géopolitiques importantes qui peuvent avoir des conséquences. Alors, je vois Franck qui demande, est-ce que ça veut dire que l'on laisse tomber la captation du CO2? Non, bien sûr, mais ça veut dire que la captation du CO2 ne peut pas être mise en avant et en remplacement de la suppression des énergies fossiles. C'est ça qui est important, puisque c'est ça, en fait, qui a été... On l'a eu pendant... je dirais, toute la durée de la COP. Donc, si vous voulez, il y a un terme que j'ai peut-être pas utilisé, qui est un terme très, très important, c'est le terme de l'adaptation. En fait, la question de l'adaptation, du changement de modèle, elle est absolument capitale. Elle est sous-jacente dans toute la COP. Le financement d'adaptation étant la grande question stratégique. Donc là, l'idée était effectivement que l'adaptation doit supposer un abandon des énergies fossiles, avec la question de captation de carbone, mais surtout pas l'idée d'une captation de carbone qui remplacerait la logique d'abandon, puisque ça a été au fond ce qui a été sous-jacent dans beaucoup de débats, mais qu'on pensait quelque chose qui ne sortirait pas aussi fortement que, je dirais, la lettre du secrétaire général de l'OPEP a conduit à le faire. Quels leviers sont retenus à terme, hein, on est d'accord, hein, c'est-à-dire c'est vraiment, je vous dis, le levier fondamental, c'est le levier de la finance. Hein. C'est pour ça que l'Institut de haute finance est tellement important hein, de ce point de vue. On doit vraiment sans cesse réfléchir à ce que ça signifie. Et quand on dit ça, je crois que c'est pas un gros mot de dire en disant cette approche signifie des opportunités. C'est-à-dire, on va avoir des opportunités, c'est-à-dire on va avoir des ouvertures de financement nouveaux, des nouvelles représentations de la profitabilité, des nouvelles représentations, on va dire, du côté rationnel du financement, qui vont être favorisées avec éventuellement également des garanties qui peuvent être apportées par les États, par les organismes internationaux, et je dirais notamment ceux associés aux Nations Unies, pour permettre à des projets, et des projets qui seraient dans le sens de tout ce qu'on est en train d'évoquer, de fonctionner. Vous voyez, quand vous avez une déclaration comme ça, ensuite, il va falloir la regarder point par point. C'est une déclaration très touffue, je l'ai résumée très vite, parce que c'est quand vous regardez le document qui était proposé même lundi,
hein, c'est un document énorme, donc il faut le regarder point par point et à chaque fois dire là, on a quelque chose d'intéressant qui peut être décliné concrètement à l'intérieur de mon pays, à l'intérieur de mon secteur d'activité, à l'intérieur de ma région, de mon département, de ma ville, et en regardant comment tout cela peut se mettre en phase avec les objectifs qui ont été signés par les États au moment de la COP, et en regardant ensuite l'élément très concret, c'est-à-dire le financement. Je crois que vraiment tout le temps, hein, l'idée qu'on peut avoir, c'est, je dirais, le financement. Alors Philippe, nos amis africains sont très nombreux à vous écouter pour ce webinaire. Il y a Thieba qui nous pose une question. Quel est le poids de l'Afrique dans la COP 28 ? Donc l'Afrique a été très présente. D'abord, tous les pays africains avaient bien sûr un pavillon. Donc l'Afrique a été présente. On a eu également des représentants d'ONG africaines qui se sont fortement exprimés. Avec évidemment des approches qui ne sont pas les mêmes hein, selon les pays d'Afrique, puisqu'on a des pays d'Afrique qui font partie de l'OPEP, on a des pays qui sont producteurs d'énergie fossile, d'autres qui ne le sont pas, mais toujours avec cette question des financements et cette question des dommages, notamment sur la question des pertes et dommages, vraiment beaucoup de positions et de prises de position fortes de pays africains demandant. Et je dirais, on a eu notamment, par exemple, les chiffrages, quand j'évoquais tout à l'heure le financement à 100 milliards, notamment des représentants d'Afrique disant qu'on est sur des bases plutôt à 350 à 400 milliards, 357 milliards, même si vous voulez, même le chiffre très précis a été proposé par un représentant africain, donc chiffrant le besoin de financement annuel sur lequel on devait avoir un engagement des grands États riches par rapport aux périodes qui viennent. Donc on est avec effectivement du point de vue de l'Afrique, beaucoup de prises de position fortes, beaucoup de demandes, d'attentes fortes par rapport aux conséquences de la COP. Donc, je dirais présence forte. Et moi, j'ai été dans plusieurs pavillons africains dans lequel on a eu d'ailleurs également des représentants de pays d'Afrique qui ont été invités au pavillon français. Je pense par exemple d'ailleurs sur la question de l'agriculture à la représentante du Sénégal qui était dans une table ronde de 5 personnes. Hein. Donc on a eu beaucoup de prises de position importantes et surtout de réflexions sans arrêt. Concrètement, on fait quoi ? Comment on fait, à quel endroit, quel financement peut-on mobiliser? Je crois que, vous voyez, quand on est en train de parler de la COP, on est en train de parler de cette orientation. C'est très important que stratégiquement, on ait cette manifestation. Ensuite, la déclinaison, c'est à nous de la faire. Et vraiment, je crois que ça, c'est l'idée forte. C'est à nous de la faire, sachant que quand vous êtes dans un État qui est signataire et que vous apportez une initiative qui va dans le sens de ce qui a été signé, entre guillemets, l'État a cette responsabilité morale, y compris par rapport à sa propre opinion publique, y compris d'ailleurs éventuellement par rapport à sa justice, hein, puisque la justice des différents États signataires peut être attaquée par des acteurs économiques du pays en question, disant vous avez signé ça et voilà le projet que vous refusez d'appuyer. Et la justice du pays peut très bien dire il y a un texte maintenant qui est le texte qu'a signé l'État et qui l'engage, et donc par conséquent qui va l'obliger, quand on est avec des actions concrètes, à voir comment tout cela va pouvoir se réaliser. J'ai vu d'ailleurs, entre parenthèses, les questions de contrôle. Donc ça, ce sont évidemment aussi les grandes questions qui sont posées. Donc comment peuvent se faire les contrôles? Est-ce que les États mettent en place des systèmes de contrôle? C'est le cas de l'Europe, par exemple, qui a produit des textes avec un certain nombre d'engagements forts et avec un contrôle qui est assigné à chaque pays européen, disant l'Europe s'engage en tant que telle. Et donc ensuite, on doit avoir un contrôle qui est réalisé, avec le risque que si le contrôle n'est pas suffisant ou n'est pas adapté, il puisse y avoir des actions en justice qui soient faites contre les États ou les organisations qui contrôleraient de façon insuffisante. Puis d'autre part, on a des contrôles qui peuvent être faits par des organisations autonomes, par exemple des ONG, ou par exemple aussi par des organisations de type scientifique, à titre que vous avez cité dans mes fonctions. Finagreen, qui est une structure que j'ai créée à la Sorbonne avec ma chaire, qui est une structure qui est prête à fonctionner, on a même son compte bancaire, etc., je préside, qui est une structure dans laquelle nous avons pour but de faire une labellisation notation de la représentation des actions engagées à partir d'indicateurs scientifiques. C'est-à-dire, là, on est typiquement dans ces logiques de contrôle qui peuvent être faits. Le soft control peut être aussi fort que le hard control, c'est-à-dire le contrôle dans lequel on aurait, par exemple, je dirais des amendes ou des injonctions spécifiques des États, peut se doubler largement d'un contrôle plus doux,
ou en tout cas moins publiques, avec des injonctions moins fortes, mais néanmoins avec une signification importante. Pour ça que je dis labellisation notation, la notation des agences de notation qu'on voit dans le cadre de l'Institut de haute finance, ça n'engage personne. C'est-à-dire que si vous dites j'ai ma note qui baisse, logiquement, vous n'avez pas une amende là-dessus, mais vous savez très bien que c'est probablement une injonction très forte, parce que si votre notation baisse, tout le monde financier en tiendra compte et vous financerez plus pareil qu'avant. Donc voilà, c'est, je dirais, l'ensemble de ces éléments-là, bien sûr, qu'il va falloir regarder. Alors pour rester, Philippe, dans le domaine de la finance, Laurence nous pose une question sur, au-delà du reporting des indicateurs extra-financiers, est-ce que les règles comptables elles-mêmes vont évoluer? Donc ça, évidemment, ce sont des choses qui sont ensuite les déclinaisons des décisions de la COP. Je voyais même une question, est-ce que ça remet en cause CSRD, donc la réglementation européenne? Non, pour le moment, non. Il pourra y avoir des adaptations. De la même façon, sur l'approche comptable, il devra y avoir des adaptations. Vous voyez, le fait qu'on dise on doit sortir et qu'on va commencer à avoir un calendrier de sortie des énergies fossiles, par exemple, ça veut dire que du point de vue concret et comptable, la valeur des investissements dans les énergies fossiles doit décliner. Il doit y avoir une baisse et on doit la représenter puisqu'on a cet engagement maintenant de l'ensemble des pays. Les questions qui sont posées sont intéressantes parce qu'elles sont justement dans cette idée, mais si je comprends bien, ben oui, vous comprenez bien. C'est-à-dire que quand vous avez les pays qui s'engagent dans un texte ratifié par leur propre gouvernement, ça veut dire qu'effectivement, vous allez avoir des conséquences de ce type, hein, du point de vue de la valeur, du point de vue, par exemple, de la réglementation comptable, par exemple, des contrôles qui devront être effectués, et que si ça n'a pas lieu, il y aura possibilité d'attaquer le pays à l'intérieur du pays ou sur la scène internationale devant les tribunaux, hein, puisqu'il y a un engagement ratifié, et donc le cas échéant, sanctions, le cas échéant, éventuellement même, je dirais, situation compliquée du pays lorsqu'il serait dans des accords internationaux où on lui mettra, je dirais, en argument le fait qu'il a été signataire d'une convention internationale, donc celle de la COP28, et que le cas échéant, ces décisions semblent contraires à cette signature. Donc c'est pour ça que c'est pas neutre du tout, hein, ce sont des engagements qui peuvent donner lieu ensuite à un certain nombre de conséquences, et évidemment, un des aspects, on peut y penser, c'est, je dirais, dans le commerce international, hein, et dans les conventions de commerce international. Alors, il y a Walid qui posait une question sur les pays qui subissent le plus l'impact du changement climatique. Quelles sont les mesures spécifiques? Y a-t-il des mesures spécifiques pour accompagner ces pays? Bah, donc là, on a donc la création du fonds est vraiment importante, hein, au départ. Hein, donc je le répète, le démarrage du fonds aujourd'hui, les sommes qui sont allouées, c'est un démarrage, c'est pour financer le démarrage, pour financer sa constitution. Ensuite, on va avoir un afflux financier beaucoup plus important. Enfin, sinon, de toute façon, là, ce serait qu'une coquille vide. Hein, donc là, on a un certain nombre de mesures de ce point de vue qui vont pouvoir être envisagées. Toujours pareil, au moment de la COP, on n'est pas dans, vous voyez, l'engagement international. Donc, vous avez toute la déclinaison. Donc, j'ai vu, par exemple, hein, les engagements sur les énergies décarbonées, en particulier sur le nucléaire, très clairement, oui, font partie des accords qui vont être signés. C'est-à-dire les engagements qui sont pris pour essayer justement de travailler sur des énergies à caractère non émettrice de gaz à effet de serre, ce sont des engagements forts et qui peuvent se décliner, par exemple, avec des éléments concrets sur les carburants décarbonés, sur le nucléaire, etc. Donc là, on est bien avec, d'ailleurs, hein, on a eu dans les pavillons, comme je vous disais, hein, il y avait des débats autour de ces éléments-là qui ont été évoqués. Donc ça, ce sont les déclinaisons qui vont avoir lieu. Le fonds, la création d'un fonds, ça c'est très concret. Donc ça, c'est une mesure concrète qui a été envisagée. De la même façon, il va falloir qu'on ait une mesure concrète autour du financement des pays riches par rapport à, je dirais, cette indemnisation des pays pauvres victimes. Donc là, on va aller vers ça. Donc ça, ce sont des aspects sur lesquels on a des engagements qui sont pris. Évidemment, c'est pas dans la semaine, quand vous avez tout le monde, que vous allez avoir concrètement les éléments qui se mettent en place, mais vous avez bien l'engagement qui est pris. Là, l'engagement concret de constituer une structure, et donc ensuite, la façon dont elle va être déclinée. Avec, toujours pareil, la veille qui est faite par tous les parties prenantes, y compris par les parties prenantes non étatiques, par exemple les ONG, pour surveiller que ces engagements soient bien respectés concrètement et que l'on n'ait pas quelque chose qui soit juste lettre morte de COP en COP.
Guy nous pose une question, oui, effectivement, sur l'intérêt des Émirats, des Émirats d'abandonner l'énergie fossile finalement. Est-ce qu'ils vont le faire plus rapidement? Est-ce que ça va traîner, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on est évidemment sur les pays de l'OPEP. Quand vous êtes à Dubaï, vous dites, mais ça va être tellement compliqué. On est dans un pays, évidemment, qui est complètement associé aux énergies fossiles. En même temps, tous ces pays, et je dirais tous les pays du Proche-Orient, sont en train de travailler massivement à, je dirais, des investissements dans tout ce qui va être et décarbonation et développement durable. On le voit très bien avec donc quelqu'un qui a été donc très présent dans l'ombre, et parfois non, même pas dans l'ombre, hein, puisque je vous dis, j'ai assisté à la prise de position du ministre représentant l'Arabie Saoudite. Hein, donc, dans Majlis, tous les pays ne sont pas intervenus et le représentant de l'Arabie Saoudite est intervenu à ce moment-là. Donc, le fonds saoudien de MBS, hein, du prince héritier d'Arabie Saoudite, aujourd'hui investit massivement dans tout ce qui va être justement probablement les vecteurs de création de valeur de demain. Alors là, on a bien sûr pour tous ces pays la question du timing, du calendrier, comment sortir des énergies fossiles et eux de leur dépendance en termes de richesse à ces énergies fossiles, j'irais sans pour autant, évidemment, couper trop vite la branche, la grosse branche, la branche très importante sur laquelle ils sont assis. Donc on va avoir ces questions qui vont se poser, bien sûr, et pour les Émirats, on le sent bien. Néanmoins, la volonté des Émirats d'organiser la COP est un signal fort, incontestablement. Hein, de la même façon que l'Arabie Saoudite, qui cherche très clairement à aujourd'hui renforcer son soft power, hein, que ce soit par le sport ou que ce soit par l'accueil d'un certain nombre d'événements internationaux, je dirais modifier son image du point de vue international, suppose qu'il doit y avoir une vraie réflexion stratégique derrière. Je crois que on a dit ça d'ailleurs hein, dans l'événement de samedi et la publication de la lettre du secrétaire général de l'OPEP, qui a eu peut-être brusquement cette idée que le calendrier risquait de s'accélérer et que par conséquent, là, un certain nombre de pays se demandent s'ils sont prêts, se demandent s'ils vont pouvoir le faire. Donc là, on est évidemment avec ces enjeux dans les pays producteurs de pétrole. On parle des pays du Golfe, on peut évidemment parler de la Russie, on peut parler des États-Unis, on peut même parler de l'Angleterre, hein, parce que l'Angleterre, on le sait, a eu des positions ces derniers jours, ces dernières semaines, par Rishi Sunak, son Premier ministre, sur les énergies fossiles, qui était moins clair qu'avant. Il faut rappeler, l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni est très en pointe, hein, est très en pointe, notamment dans la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, il y a plein de questions qui se posent sur le calendrier. Ce sont les questions passionnantes de la période qui commence. Évidemment, on n'a pas les réponses. Là, quand vous sortez de la COP, vous n'avez pas les réponses, mais vous avez évidemment ces questions qui vont être sous-jacentes. Oui, il y a une question, Philippe, qui revient souvent sur, on parlait de contrôle, on parlait de mesure. Alors, est-ce que d'une COP à l'autre, on mesure un petit peu tous les progrès? Parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'obligation. Ce sont des propositions, elles peuvent ne pas être suivies. Alors si, voilà, je crois que vraiment, vous voyez bien comprendre là pour le coup l'architecture juridique. Quand votre État est signataire, vous avez une obligation. Et ce que je disais tout à l'heure, bon, ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'État français, hein, c'est-à-dire vous pouvez avoir des ONG qui vont attaquer l'État et qui du coup va avoir à payer des amendes, si, voire même à être banni d'un certain nombre d'actions internationales, si il s'avère qu'il y a eu une signature et qu'il n'y a pas d'efforts concrets, voire même qu'on aurait une logique inverse. Donc là, ça veut dire que vous avez cette obligation signée, qui va pouvoir être utilisée par tous ceux qui sont en train d'essayer d'avancer et de faire des propositions ou éventuellement d'empêcher d'être avec des régressions. Alors ensuite, vous avez effectivement derrière la question des mesures, la question des métriques qui a été présente dans énormément de débats de la COP, hein, c'est-à-dire en effet comment je mesure les effets positifs, comment je mesure les effets négatifs. Ça, c'est absolument crucial. Hein, et donc là, bien sûr, c'est ce sur quoi je travaille moi en tant que scientifique. Hein, Marie-Christine Favreau, qui enseigne également à l'Institut de haute finance, qui est la directrice adjointe de ma chaire, chapeaute toutes les questions et toutes les problématiques sur lesquelles nous travaillons en accord avec beaucoup d'opérationnels. Marie-Christine est plus avec les financiers, moi je suis plus avec le domaine scientifique, et on travaille beaucoup justement sur ces métriques qui doivent être le plus possible scientifiquement inattaquables,
et qui, le cas échéant, peuvent faire l'objet, elles aussi, d'observations et de regards croisés, on va dire, de querelles scientifiques, mais qui alors commencent à être intéressantes. C'est-à-dire que bien sûr, derrière, nous avons ça. Et nous avons un débat ouvert. Et évidemment, là, parfois, vous pouvez dire, ah oui, mais s'il n'y a pas d'indicateurs déterminés mondialement, mais les indicateurs déterminés mondialement seraient très dangereux, parce qu'ils seraient probablement des plus petits communs dénominateurs, et très probablement ne seraient pas assez ambitieux, voire même n'existeraient pas. Il est beaucoup plus important d'avoir un cadre dans lequel on va pouvoir commencer à définir des indicateurs, quitte à ce que ces indicateurs fassent l'objet de contre-enquêtes, de contre-approches, et que l'on ait sans cesse justement cette sorte de fonctionnement global qui nous permette d'avancer. Donc, je crois que partout, cette question des indicateurs, il faut s'y intéresser parce qu'elle est absolument cruciale. Et quand je vois par exemple les questions sur les normes comptables, il est évident que là, sans cesse, c'est le tamis de ces nouveaux indicateurs qui va être le tamis crucial désormais. Alors, il y a Laurence qui nous repose une question sur la non-présence de banques occidentales dans le pavillon de la finance. Est-ce que c'est un manque d'intérêt ? D'abord, évidemment, il fallait avoir des places, parce que, je dirais, tout le monde ne pouvait pas être là. Donc, les places étaient chères, on va dire. Non, je ne crois pas que c'est un manque d'intérêt, parce que, on l'a dit, le contexte européen est un contexte extrêmement contraignant. L'Europe est très en pointe dans l'application des COP, et notamment dans le domaine de la finance. Alors après, on a eu en réalité des représentants de ces structures qui sont venus. C'est-à-dire, si vous regardez, vous n'aviez pas nécessairement, donc vous aviez quelques grands acteurs qui avaient de très beaux stands d'ailleurs, souvent plus beaux que les stands d'État. Mais ensuite, on a eu dans toutes les conférences, y compris dans celle des États, le passage d'un certain nombre de représentants. Et donc, les banques européennes ont envoyé des représentants, sont très attentives. Après, il est évident que là, toute la finance mondiale n'était pas là, toutes les entreprises mondiales n'étaient pas là. Donc, on a effectivement une sélection, on va dire, de ceux qui sont là. Alors, il y a Michel qui nous pose une question sur les futures élections américaines. Si Trump reprend le pouvoir aux États-Unis, est-ce que cela va avoir un impact sur toutes ces décisions ? Ça peut, bien sûr. Ça peut, même si l'engagement, donc on sait que Trump était sorti des accords de Paris, donc il peut y avoir des conséquences, mais il peut aussi y avoir des conséquences négatives de sortir. C'est-à-dire que quand on est avec une communauté mondiale qui prend des engagements de cette sorte, c'est embêtant si vous marginalisez. Et donc là, il peut y avoir un certain nombre de conséquences juridiques. Et je vois que sans arrêt, les questions qui sont posées sont tout le temps des questions en disant, puisque je peux les lire aussi, ah oui, mais concrètement, un peu une sorte de critique en disant, ouais, vous dites ça, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Non, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience, que c'est pour ça d'ailleurs que, entre parenthèses, la bataille a été si féroce. S'il n'y avait pas d'enjeu, on ne se serait pas embêté à avoir ces négociations extrêmement dures pendant pratiquement presque 3 nuits, 3 journées sans arrêt. S'il n'y avait pas d'enjeu, tout le monde aurait dit oui, bon, ok, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon, ça ne nous implique pas. Non, si ça a des effets qui sont forts en termes d'implication, bien sûr que les États-Unis sont un acteur important, bien sûr aussi que même si Trump était réélu, Trump ne peut pas se permettre de laisser, par exemple, une place trop forte à la Chine ou demain à l'Inde, voire même à d'autres pays, comme le Brésil. Le Brésil, je le disais, accueillera la COP dans 2 ans. Je dirais se positionner comme leader mondial. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on n'a pas le sentiment qu'il y a une sorte de board mondial qui s'est mise en place. C'est normal parce que nous sommes une période d'entre-deux, où on a les États-Unis qui sont en retrait, la Chine qui n'est peut-être pas encore avec le poids qu'elle aura plus tard. Donc, on est dans une période d'entre-deux. Je pense que pour les États-Unis, ce serait dangereux. Déjà, ils l'ont fait une fois, mais ce serait encore plus dangereux de se retirer. Qu'il y ait ensuite, par exemple, vous voyez, les négociations comme celles qu'on a eues, qui sont des négociations qui peuvent sembler un peu savantes, et qui ne sont pas tant que ça, phase out ou phase down. Donc ça, on pourrait avoir ça. On pourrait avoir ce type d'influence, ce type d'alliance entre les États-Unis et d'autres pays producteurs de pétrole, par exemple. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça fera partie, on va dire, des choses qu'il faudra observer dans la période qui va venir, et en particulier dans la période électorale américaine.
Carmen nous pose la question, est-ce qu'il y a un tribunal arbitral compétent en cas de violation des accords, non-respect, etc. Alors, le terme de tribunal arbitral signifie justement par définition que c'est arbitral. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est un tribunal qui se constitue ad hoc. Il faudrait une cour internationale qui n'existe pas aujourd'hui, mais en revanche, il peut y avoir des logiques arbitrales. Vous voyez, quand en fait, une logique de tribunal arbitral, ça veut dire que les parties qui sont en conflit vont payer des juges pour éventuellement sanctionner une des parties qui paye le juge. Donc là, aujourd'hui, on peut très bien avoir, en effet, oui, des recours à l'arbitrage international quand désormais un pays aura ratifié un accord, comme celui de ce matin, et manifestement ne l'appliquerait pas. Et auquel cas, l'arbitrage, notamment dans des questions commerciales, c'est-à-dire c'est vraiment très très concret, et ça peut avoir des coûts très très élevés, je dirais, le pays peut se voir condamné, ou éventuellement ses représentants, ses entreprises peuvent se voir condamnés dans des litiges internationaux. Et là, évidemment, le fait de ne pas le respecter ou ne pas accepter la sentence arbitrale pourrait ensuite avoir des conséquences lourdes dans les problématiques commerciales du pays en question. Donc, l'aspect juridique, évidemment, est quelque chose de très important après le texte juridique qui a été signé ce matin. Bien, écoutez, Philippe, tout le monde a des opinions. Je vois plein de questions en disant on est d'accord. Et je vous dis, la COP, ça crée le débat. Bien sûr. La COP, c'est un endroit où vous avez du débat sans arrêt, quoi. Vous avez des gens qui vont vous dire, mais moi, je pense que le nucléaire, c'est bien. D'autres qui vont vous dire, la captation du carbone, c'est bien, etc. Donc, ça, bien sûr. Et personne ne détient la vérité. Je crois que ça, c'est très important à rappeler. Vous pouvez avoir chacun vos opinions, mais personne ne détient la vérité. En revanche, il est clair que nous avons un axe stratégique. Maintenant, nous avons des axes stratégiques qui, on va dire, sont de plus en plus clairs. Bien, écoutez, Philippe de Sertine, ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions, effectivement, et on pourrait y passer peut-être des heures et des heures parce que tellement c'est passionnant et je vois que ça passionne un petit peu tout le monde. Je crois que bien les prochaines questions, vous allez pouvoir y répondre peut-être dans le cadre de l'Institut d'Haute Finance, tout simplement, ou d'une masterclass. On tiendra informer nos amis des masterclass que vous allez donner donc dans le cadre de l'IFG au cours de l'année 2024, et puis bien sûr de l'IFI, du programme IFI. Bien évidemment, on ne peut qu'encourager nos amis à s'inscrire sur ce programme. Il y aura d'ailleurs un nouveau programme avec des certificats qui vont traiter un petit peu de toutes ces questions aussi. Donc, on va informer tous nos amis sur les enjeux de ces certificats avec des ateliers que l'on va proposer dans le cadre de l'IFI, de l'Institut d'Haute Finance, sur toutes ces thématiques. Voilà, on ne pourra qu'encourager nos amis à venir effectivement s'inscrire sur ces ateliers pour pouvoir échanger avec vous, avec l'ensemble du corps professoral de l'Institut d'Haute Finance qui se tiendra à disposition. En tout cas, Philippe, un grand merci. On va peut-être arrêter là cette présentation très passionnante. En tout cas, un grand merci. Je sais que ça a été très intense pour vous ces jours-ci, effectivement, notamment à Dubaï, le retour, effectivement, et les rebondissements, effectivement, ça fait partie des règles du jeu. Et puis, je crois que vous êtes en train aussi de sortir un livre qui traitera un petit peu de tout cela. Et donc, vous nous direz quand, une prochaine fois, bien sûr, mais c'est imminent. Je ne vais pas dévoiler, en dire plus, mais c'est imminent. Donc, on aura l'occasion, je pense, de présenter votre ouvrage dans le cadre d'un webinaire. Et puis, tout le monde sera invité, effectivement, à venir vous poser des questions là-dessus. En tout cas, je crois que tous ceux qui nous suivent le savent, dès que nous avons des grands événements, nous faisons des webinaires. C'est-à-dire que les webinaires, là, en l'occurrence, on peut les décider peu de temps avant, mais si c'est intéressant, on fait un webinaire et il est enregistré. Absolument, absolument, absolument. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres pour tous nos amis, effectivement, tous ceux qui nous écoutent, il y en aura d'autres sur le premier trimestre 2024. On parlera de crypto-monnaies aussi, parce que je crois qu'il y a un grand procès qui est en train de voir jour autour des crypto-monnaies et des abus qu'il y a eu. Donc, effectivement, on reviendra un petit peu sur tout ça avec vous, Philippe. En tout cas, vous remercier chaleureusement de votre participation et d'avoir bien voulu venir témoigner de ce qui s'est passé à la COP28, témoin vivant de ce qui s'est réellement passé, parce que ça, c'est toujours important
des petites anecdotes, de voir un petit peu comment ça se passe, hein, ces réunions-là qui sont, on a effectivement un compte-rendu médiatique, mais avec vous, vous l'avez vécu en tant que presque grand reporter, si je puis m'exprimer ainsi, directement sur place. Donc un grand merci Philippe, un grand merci à tous les internautes qui ont bien voulu se connecter, venir vous écouter, poser des questions, hein, effectivement. Donc le replay, eh bien ils l'auront, hein, ils auront le replay de cette intervention dans leur boîte mail. Donc merci à toutes et à tous, merci aux équipes techniques hein, qui nous ont assistés pour cette organisation et cette présentation. Philippe, je vous laisse le mot de la fin hein, pour clôturer cette présentation. Écoutez, voilà, merci de votre attention. Juste pour l'IFI, vendredi matin, donc je vous raconte la vie de l'IFI. Nous allons auditionner dans le cas du grand jury Turgot les gens qui, éventuellement, les auteurs qui pourraient être le prochain prix Turgot. Vous voyez, on est sans arrêt dans la réflexion, dans les idées, et les choses avancent. Et j'espère que à l'IFG, à l'IFI, c'est l'endroit où vous pouvez les sentir avancer et où vous pouvez en faire partie. Merci beaucoup Philippe, merci à toutes et à tous et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire d'actualité. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir.